Salam alaikum. Dans cette série de vidéos, je vais essayer de traiter quelques sujets, par exemple des sujets d'examen final de BTS informatique au profit des écoles privées et des candidats KNEPD. Donc mon objectif est juste d'aider les stagiaires dans leur révision. Donc je vais commencer aujourd'hui par traiter un sujet. Gestion des clients et administration des permissions dans la spécialité administration et sécurité des réseaux informatiques. En fait, c'est un sujet qui est valable pour toutes les spécialités options informatique, options réseau. Ok, donc le sujet, je vais laisser dans la boîte de description. Commençons par la première question. Alors, vous souhaitez regrouper tous les utilisateurs d'un bâtiment afin de pouvoir affecter des autorisations sur un dossier partagé à tous les utilisateurs de cette succursale. Quel type d'objet ADDS, c'est-à-dire Active Directory, devez-vous créer? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Donc, il y a une succursale. Succursale, c'est une filiale d'une entreprise, Fara' min mu'assasa. Voilà, donc on souhaite regrouper tous les utilisateurs de cette succursale qui sont dans un bâtiment. Donc on va les regrouper afin de pouvoir affecter des autorisations sur un dossier partagé. Très bien. Alors dans Active Directory, pour regrouper les utilisateurs, cette notion de regroupement d'utilisateurs, on a deux notions. La notion d'unité d'organisation et la notion de groupe. Mais les deux sont utilisés différemment. D'ailleurs, il y a une autre question. Je ne sais pas si la deuxième ou troisième, donc on va y arriver. Donc, à des fins différentes, donc on les regroupe à des unités d'organisation ou des groupes de sécurité. Alors pour cette question, donc pour regrouper les utilisateurs afin d'affecter des autorisations sur un dossier partagé, on va utiliser ce qu'on appelle donc les groupes de sécurité. Donc rappelez-vous qu'il y a des groupes de sécurité et des groupes de distribution. Donc pour l'affectation des autorisations et des permissions, on va utiliser les groupes de sécurité. On va y revenir aussi dans les prochaines questions. Alors on va passer à la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la deuxième question? Quel est le meilleur moyen d'empêcher un compte d'être momentanément utilisé de manière à minimiser les risques au niveau de sécurité? Donc, un compte utilisateur, lorsqu'il est créé, donc il est actif. Donc, voilà, si par exemple, pour des raisons administratives ou pour des raisons, peu importe les raisons, un utilisateur, il peut par exemple partir en congé, peu importe les raisons, donc son compte utilisateur ne sera pas utilisé. Donc, pour éviter tous les risques, donc il peut être utilisé par un autre utilisateur, etc. Donc, ce compte, on doit le désactiver. On va voir ça au niveau du serveur. Voilà, donc en allant dans Outils, voilà, donc en allant dans Outils, utilisateur active, ordinateur Active Directory. Voilà, donc par exemple dans l'unité d'organisation vente, on a par exemple un utilisateur user 1. Donc si j'affiche ses propriétés, donc le compte, voilà, dans les options de compte, on va trouver le compte est désactivé. Donc par défaut, c'est utilisateur user 1. Donc on peut utiliser ce nom d'utilisateur user 1 pour ouvrir une session sur le domaine. Mais si le compte est désactivé, je fais appliquer. Donc user 1 ne peut pas être utilisé pour ouvrir une session. Donc il y a, lorsqu'on désactive le compte, il y a une petite flèche qui est dirigée vers le bas sur l'icône de l'utilisateur
qui montre que l'utilisateur 1 est désactivé. Donc pour l'activer par exemple, juste pour savoir, propriété, donc toujours dans compte, on va donc décocher le compte est désactivé. Voilà, donc au retour par exemple de l'employé, voilà, on désactive l'utilisateur. Voilà donc pour minimiser les risques, on va désactiver le compte utilisateur. Passons à la troisième question. Alors, est-il possible dans les propriétés d'un compte d'activer simultanément les options utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session et le mot de passe n'expire jamais? Justifié. Alors, on va revenir sur notre domaine. Voilà, on va revenir par exemple, on va créer un utilisateur. Voilà, donc on fait bouton de droite, nouveau utilisateur. Voilà, donc on va donner par exemple un nom d'ouverture de session qui est obligatoire, suivant. Voilà, donc ici on va donner tout ce qui concerne les mots de passe. Donc, un mot de passe est saisi. Alors ce mot de passe, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce que l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture des sessions qui est coché par défaut? L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Le mot de passe n'expire jamais. On nous a demandé dans la question, est-ce que donc il est possible d'avoir l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session et le mot de passe n'expire jamais. Donc le premier, il est donc par défaut, il est coché par défaut. Si je vais cocher sur le mot de passe n'expire jamais, donc on va cocher. Voilà, donc il y a un message qui s'affiche. Vous avez spécifié que le mot de passe n'expirerait jamais. Cet utilisateur n'aura pas à changer son mot de passe lors de la prochaine connexion. Je fais OK. Voilà, donc vous voyez, on ne peut pas cocher les deux à la fois. Donc soit le mot de passe n'expire jamais, c'est-à-dire ce mot de passe n'expire jamais, soit l'utilisateur, voilà, donc soit l'utilisateur va plutôt changer le mot de passe. Donc je décoche celle-là pour pouvoir utiliser la première option. Donc donc quelle est la réponse maintenant? Donc non, donc c'est pas possible d'activer les deux simultanément. Les deux options sont incompatibles ou l'activation d'une option désactive l'autre. Donc c'est pas possible de choisir les deux à la fois. Soit le mot de passe n'expire jamais, donc on donne un mot de passe et il va jamais expirer, soit on donne la possibilité à l'utilisateur de changer le mot de passe à la première ouverture de session. Ok. Alors la quatrième question, donc il y a la quatrième question et la neuvième question. Donc parle de la même chose, donc je les ai réunis ensemble. Dans un domaine, un utilisateur change régulièrement de poste de travail. D'accord? Que se passe-t-il si aucun profil itinérant n'est configuré pour lui? La neuvième question, comment pouvez-vous configurer un profil utilisateur itinérant pour un utilisateur utile 1 sur un contrôleur de domaine dont le nom est SRV1? Alors, pour la première question, donc ça parle ici de profil itinérant. D'accord? Donc, avant de voir le profil itinérant, donc c'est quoi déjà un profil? Alors, le profil utilisateur, donc c'est un profil qui existe donc dans n'importe quelle machine, que ce soit Windows client, donc Windows 7, 10, 11, etc. ou encore au niveau du serveur. Donc un utilisateur, lorsqu'il accède, que ce soit localement ou encore sur serveur, il va avoir un profil. Le profil utilisateur, donc, c'est un ensemble de dossiers et de données qui représentent donc l'environnement du bureau, les paramètres d'un utilisateur, les données personnelles, etc. Donc au niveau, voilà, donc ici déjà, donc l'administrateur, lorsqu'il a ouvert une session sur le serveur,
Ça, c'est son profil. D'accord? Il a un profil utilisateur. Donc, par exemple, ici, le bureau, il est noir. Et sur le bureau, on a la corbeille, ce PC, etc. Donc, l'utilisateur, lorsqu'il ouvre une session, donc il y a ce qu'on appelle le profil local. Alors, il existe un profil local pour l'utilisateur qui se connecte localement ou à une machine et un autre profil s'il se connecte au domaine. Alors, le profil local, donc, c'est l'ensemble des paramètres de l'environnement de travail de l'utilisateur enregistrés localement sur la machine. Par exemple, sur Windows 10, Windows 8, 10, 8, etc. Le profil utilisateur, il se trouve dans ces utilisateurs, donc dans la partition utilisateur ou ces users. Alors sur Windows 2012, voilà, donc l'utilisateur, lorsque l'administrateur par exemple, donc dans le C, on a le utilisateur, voilà. Dans utilisateur, tout ça c'est le profil des utilisateurs qui ont ouvert une session ici. Donc par exemple PSEP Info, donc c'est un utilisateur. Donc là, je suis rentrée avec l'utilisateur PSEP Info. Donc voilà. Donc il a un profil, c'est son dossier, voilà, où sont enregistrés tous ces paramètres. Le bureau, voilà, donc on a, vous voyez, on a le même bureau. Si je crée par exemple ici une nouvelle image, voilà, donc on la voit, vous voyez. Donc là, c'est tous les paramètres de l'utilisateur, d'accord? Voilà. Alors ça, c'est un profil qui est local à la machine, d'accord? Lorsqu'on ouvre une session, donc tous ces paramètres, donc ces dossiers-là sont créés localement sur la machine. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le profil itinérant. Itinérant, ça veut dire qu'il se déplace. Le profil itinérant est l'ensemble des paramètres. Alors, et l'ensemble des paramètres de l'environnement de travail de l'utilisateur enregistrés donc maintenant, non pas localement sur la partition C de la machine, mais enregistré sur un serveur centralisé, donc au niveau du serveur, et qui l'accompagne sur n'importe quelle machine sur laquelle il ouvre une session sur le domaine. C'est-à-dire qu'un utilisateur, par exemple cet utilisateur, lorsqu'il ouvre une session, donc il ouvre une session donc sur le serveur, donc sur la machine, donc il utilise une machine qui adhère au domaine. Lorsqu'il ouvre une session sur le serveur, en fait, le profil qu'il va avoir sur son bureau, tous ces paramètres, donc ils seront chargés au niveau à partir du serveur. Donc il va modifier ce qu'il a à modifier. Par exemple, il va modifier quelque chose sur son bureau, l'arrière-plan ou ses favoris, etc. Donc lorsqu'il va se déconnecter, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a le profil qui est copié au niveau du serveur dans le dossier concernant le profil. Donc à chaque fois, s'il change une autre machine, eh ben, c'est toujours donc, le profil, voilà, donc qui sera chargé dans la nouvelle machine. Vous voyez, donc il est itinérant, donc il se déplace avec l'utilisateur. Voilà, donc au moment de la connexion de l'utilisateur, ce profil est transmis du serveur vers l'ordinateur sur lequel la session a été ouverte. Donc l'utilisateur retrouve ainsi tous ses paramètres de travail, en particulier son bureau habituel. Donc la réponse à la question, qu'est-ce qui va... Donc la question c'est comment plutôt dans un domaine utilisateur change régulièrement de passe. Que se passe-t-il si aucun profil itinérant n'est configuré pour lui? Donc si un utilisateur ouvre de session sur le domaine dans plusieurs ordinateurs, il va avoir des profils différents sur chaque machine, tout simplement. Voilà. Alors la deuxième question, comment pouvez-vous configurer justement le profil itinérant? Alors pour configurer le profil itinérant, donc je vais avoir une autre vidéo consacrée spécialement, on va le voir en pratique, comment configurer ce profil itinérant.
Mais donc ici, je vais expliquer comment. Donc voilà, il faut bien répondre à la question. Configurer un profil itinérant. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'on a dit? Donc il faut qu'il y ait, pardon, il faut qu'il ait déjà donc un emplacement centralisé au niveau du serveur. Donc il faut créer un dossier qu'on va appeler par exemple profil. C'est pas obligatoire que ce soit profil, mais de préférence profil. Donc on va partager ce profil et on va faire un partage administratif où on va le cacher en faisant profil avec $1 à la fin. Comme ça, donc il ne sera pas visible au niveau du partage. Donc il servira à stocker les données des profils utilisateurs. Alors pour le partage, donc on va donner bien sûr, voilà, on va partager, on va donner les autorisations pour tout le monde, donc autorisation contrôle total pour tout le monde. Et puis, voilà, donc dans le profil utilisateur, dans la boîte de dialogue propriété du compte, on va indiquer le chemin suivi du nom de l'utilisateur. Voilà, donc le chemin UNC, donc il commence toujours par 2 anti-slash, donc le nom du serveur, le profil, donc le dossier profil qui est partagé, le nom de l'utilisateur ou encore le serveur. Alors je vais le copier, donc le serveur, voilà, donc serveur profil avec username entre deux, comment on appelle ça déjà, par pourcentage, pardon, j'y arrive. Donc pourcentage sera donc username sera remplacé par le nom de l'utilisateur. Donc on va voir ça. Alors, donc on va afficher un utilisateur, donc les propriétés d'un utilisateur, donc utilisateur Active Directory. Donc toujours donc user 1 par exemple, bouton de droite, propriété. Voilà, donc compte, dans son compte. Non, pas dans son compte. Se connecter, ah non, pas ici. Ou plutôt dans profil, très bien, donc dans l'onglet profil. Alors dans l'onglet profil, vous voyez ici profil utilisateur, chemin du profil. Donc le chemin du profil, c'est là qu'on va saisir par exemple le nom du serveur SRV CD SRV INSFP par exemple ici, suivi du nom du profil par exemple et username, voilà. Donc en faisant ça, l'utilisateur lorsqu'il va accéder à partir bien sûr d'une machine qui est adhérée au domaine avec son nom d'utilisateur, donc automatiquement il va y avoir par exemple Juba, il se connecte via il ouvre une session sur le domaine, on va avoir dans profil un dossier qui va s'appeler Juba et c'est le seul qui va avoir accès. Voilà, donc le propriétaire sera l'utilisateur. Voilà, donc cette histoire de profil, etc., on va essayer de la faire dans une vidéo séparée. Donc sur le PC de l'utilisateur à la première connexion au domaine, le profil par défaut est copié dans le profil utilisateur. Au moment de la déconnexion, le profil de l'utilisateur est recopié sur le serveur dans le chemin indiqué. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué en haut. Donc bien sûr, pour répondre à la question vous n'allez pas faire bien sûr toutes les prises d'écran. Donc il faut juste dire qu'il faut créer un dossier profil ou un dossier qu'il faut partager, donner les autorisations pour tout le monde et configurer donc au niveau de profil de l'utilisateur, il faut donc rajouter le nom, plutôt le chemin UNC du profil de l'utilisateur. Voilà donc pour cette 4e question. On passe à la 5e question. Alors là, dans la 5e question, okay, pardon. Voilà. Alors la 5e question va parler de quoi? Alors quelle est la différence entre une unité d'organisation et un groupe et dans quel cas utilise-t-on l'un et l'autre?
Donc voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première question, donc une unité d'organisation et un groupe. Voilà, deux notions très importantes dans Active Directory. Ok, donc avant de voir la différence entre les deux, donc on va voir ici, c'est quoi une unité d'organisation? Alors une unité d'organisation, en anglais c'est Organizational Unit, est une unité hiérarchique qui permet de regrouper des objets Active Directory tels que des utilisateurs, des ordinateurs, etc. Normalement, j'ai fait une vidéo sur l'unité d'organisation. Vous pouvez la voir dans la playlist sur les comptes et permissions. Donc, une unité d'organisation, donc elle peut avoir, donc c'est un conteneur qui va avoir des utilisateurs et des ordinateurs ou des ordinateurs, des imprimantes, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle donc une unité d'organisation, comme elle peut avoir aussi d'autres unités d'organisation. Donc, c'est des unités d'organisation qui sont imbriquées. Alors, les unités d'organisation, donc l'objectif d'une unité d'organisation, c'est donc organiser les différents objets d'Active Directory pour ne pas tout mélanger. Par exemple ici, donc au niveau du serveur, donc pour ne pas mélanger tout donc au niveau, imaginons que tout est mélangé dans users. Donc, users, tous les utilisateurs sont créés dans ce conteneur. Ce conteneur, c'est un conteneur système. Il va avoir tous les groupes, tous les utilisateurs de Active Directory. Donc, si tous les utilisateurs, on va les mélanger, les créer dans users, on ne va pas donc se retrouver. Ce sera un peu très difficile de s'organiser dans la gestion d'Active Directory. Donc, les unités d'organisation, on va les organiser, les différents objets. Donc, l'objectif aussi est de déléguer le contrôle administratif pour une unité d'organisation. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une grande entreprise, si elle a des filiales un peu partout, donc on peut avoir une unité d'organisation qui va s'occuper par exemple des ingénieurs, une unité d'organisation qui va s'occuper par exemple donc des utilisateurs d'une succursale au niveau d'une région. Donc, on va déléguer un utilisateur pour pouvoir administrer ces unités d'organisation, ajouter des utilisateurs, supprimer des utilisateurs, etc. Et enfin, appliquer les stratégies de groupe, très très importantes ici. Donc, les unités d'organisation, on peut leur appliquer des stratégies de groupe. Les stratégies de groupe, c'est une notion très importante qu'on va aborder, Inch'Allah, donc ultérieurement. Donc, dans tout ça, c'est pour simplifier les tâches d'administration. Là, en ce qui concerne les unités d'organisation. Voilà. Alors, un groupe, c'est quoi? Alors, un groupe, il y a deux types de groupes dans Active Directory, le groupe de sécurité et le groupe de distribution. Donc, dans la question, je pense qu'ils n'ont pas mentionné quel type de groupe il s'agit, mais donc je m'imagine que c'est le groupe de sécurité. D'accord? Alors, un groupe de sécurité, c'est un ensemble d'utilisateurs, d'ordinateurs et d'autres groupes de sécurité qui partagent des autorisations communes. Donc, le groupe, voilà. Donc, le groupe est un objet conteneur, la même chose qu'unité d'organisation. Donc, il contient des objets. Donc, en fait, il contient des utilisateurs, des ordinateurs et d'un domaine ou d'autres domaines. Donc, il y a deux types de groupes, un groupe de sécurité et les groupes de distribution. Le groupe de sécurité, donc, ils sont utilisés pour gérer la sécurité des ressources du domaine. Lorsqu'on donne des autorisations sur une ressource, sur un dossier, donc que ce soit donc des autorisations NTFS ou des autorisations de partage, donc on ne va pas donner des autorisations pour chaque individu à part. Donc, s'il y a plusieurs utilisateurs qui ont les mêmes autorisations, on va les regrouper dans un domaine et donner les autorisations pour ce groupe. Les groupes de distribution sont utilisés pour envoyer des messages. Donc là, ils ne sont pas prévus dans le programme de BTS du tout. Donc, on parle de groupe de sécurité. Voilà. Donc, ok, maintenant, voilà, le groupe de sécurité, donc ils sont utilisés pour contrôler l'accès aux ressources telles que les fichiers, les dossiers et les imprimantes,
pour simplifier la gestion des autorisations en permettant aux administrateurs de définir des autorisations pour un groupe plutôt que pour chaque utilisateur individuellement. D'accord, donc voilà, donc j'ai défini l'unité d'organisation, le groupe, l'utilité, dans quel cas utiliser l'unité d'organisation et un groupe. Maintenant, pour comparer, donc on va dire que l'unité d'organisation et le groupe sont tous deux des objets d'Active Directory. Seulement, dans une unité d'organisation, donc on peut créer des utilisateurs et des groupes, mais dans un groupe, on ne peut pas créer, mais juste adhérer des utilisateurs. C'est-à-dire, dans une unité d'organisation, on va créer, donc on va aller dans domaine. Ok, alors par exemple, vente ici, c'est une unité d'organisation. Dans une unité d'organisation, je peux créer un utilisateur. Donc, je fais nouveau, on fait donc utilisateur, etc. D'accord? Donc, je peux créer aussi un groupe, nouveau. Donc, je peux créer un ordinateur. Je peux créer un groupe, voilà, nouveau. Donc, je peux créer un groupe, un contact, etc. Voilà, donc je peux créer c'est ça les objets. Mais dans un groupe, par exemple, le groupe, voilà, donc on ne peut pas créer, mais plutôt on va adhérer des membres, on va ajouter des membres au groupe. Voilà, donc les termes sont différents, d'accord? Donc dans un groupe, on ajoute un utilisateur au groupe. Voilà. Ok, donc un groupe peut recevoir des autorisations sur les ressources partagées, l'unité d'organisation non. Donc on ne peut pas donner des autorisations de partage ou des permissions NTFS à une unité d'organisation. Alors une stratégie de groupe est appliquée à une unité d'organisation et non à un groupe. Voilà, donc à peu près, c'est à peu près la différence entre une unité d'organisation et un groupe.